Une évidence, soyez les bienvenus comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média, c'est l'épisode 208 sur YouTube et le titre fort aujourd'hui, ça y est, le Real Madrid de Carlo Ancelotti a très certainement trouvé son rival, le FC Séville de Lopetegui et au Campos, victoire des Sévillans face à l'Atlético, la Liga est en feu les amis, c'est par là qu'on va ouvrir avec, regardez la une de la presse espagnole, le Real Madrid qui a été tenu en échec par la 19e défense de Liga, Cadiz à domicile pour les Madrilènes, 0-0 à Tasco, les embouteillages. Karim Benzema, le capitaine, pris dans les filets de ce bloc défensif jaune de Cadiz qui a joué sa partition et avec réussite. Voilà ce qui se passe aujourd'hui du coup. Le Real Madrid maintient la cadence, toujours leader, ok, mais regardez avec un match d'avance sur le FC Séville qui est deuxième, fort de sa victoire sur l'Atlético Madrid qui tombe à la 5e place, passé par le Rayo Vallecano. Les Sévillans sont à 6 points, match en retard face au Barça. Mardi, là, très attendu, en cas de victoire, vous l'aurez compris, les Sévillans reviendraient à 3 points. Le choc est là entre les deux formations. D'ailleurs, regardez, donc le Real tenu en échec, il n'y a pas de joueur madrilène dans le 11 de départ, il y a un Catalan, on va y revenir, Gavi, Barcelone, magnifique, du côté du FC Barcelone, 2 joueurs de Cadiz, 2 joueurs défensifs, le défenseur central Cala et Ledesma, le gardien qui a été bon, très bon face au Real, il est ici pour stopper notamment Eden Hazard, ça on va y revenir, il n'y a pas eu de serrurier pour trouver la bonne clé du côté du Real Madrid, 82% de possession, 82% de possession. Vous l'avez compris, Cadiz a joué, oui, bien sa partition, aucune frappe cadrée pour Cadiz. Il y en a eu plus d'une trentaine de frappes côté Real Madrid, mais on n'a pas trouvé la solution, 0-0. C'est un coup de frein dans une série qui était pourtant triomphale. On était sur 10 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, 8 en Liga et 2 en Ligue des Champions. Stop pour Carlo Ancelotti. Voilà quel était son 11. Il faut dire que la Covid avait largement handicapé le coach madrilène avec notamment Luka Modric qui était touché. C'est Valverde qui avait pris sa place numérique au milieu de terrain. On n'a pas touché à la paire devant le capitaine Benzema et Vinicius. Et la nouvelle de ce 11, elle est ici. Eden Hazard titulaire les amis. Eden Hazard était titulaire et très sincèrement, je l'ai trouvé bien, notamment dans une très bonne deuxième mi-temps. Il était flanqué sur le côté droit offensif, beaucoup revenu à l'intérieur, là où il excelle, eh bien il est en train de retrouver quelques marques. Il n'a pas encore l'explosivité qu'on lui connaissait, bien évidemment, mais il a été bon dans cette deuxième mi-temps. Carlo Ancelotti l'a souligné en conférence de presse. Hazard peut être une arme aujourd'hui par rapport à la situation. Ça c'est intéressant, c'est la première fois qu'il disputait les 90 minutes titulaires et il n'a pas bougé dans ce match pour le Real Madrid. Ce qui est certain, c'est que sans Modric, c'est pas la même limonade. Ça c'est sûr, regardez, sin Modric no es igual. Ce n'est pas pareil pour ce Real Madrid qui a manqué un poil de, peut-être de guide, peut-être, même si Kroos a été bon dans cette partition. Ce qui est sûr, c'est que Madrid va avoir une faveur pour le Barça. C'est peut-être dur à dire pour les Madrilènes, mais oui, parce que le Barça doit stopper Séville dans sa remontée. Ça sera donc non pas mardi, mais mercredi, pardon. Mercredi, ce match en retard attendu. Les Madrilènes auront donc une pensée pour le FC Barcelone. Karim Benzema est toujours en position de leader du classement des buteurs avec 13 buts devant Juanmi du Betis avec 10 et son copain 11 pour Juanmi et Vinicius avec 10. Dernière information, Real Madrid, on parle mercato. Vous savez que Haaland est sujet à toutes les turbulences européennes. Il est appelé de partout. Le Real Madrid également, puisqu'on nous dit et on nous parle de la très bonne relation entre Madrid et le Borussia Dortmund et notamment entre Florentino Pérez et Watzke, le CEO du Borussia. Relation bonne depuis le départ d'Achraf du Real Madrid. Le Borussia avait alors été très intéressé, mais pas assez d'émoluments par rapport à l'offre de l'Inter Milan. Mais les relations sont très bonnes et on se dit que peut-être Haaland pourrait atterrir du côté du Real Madrid. Affaire à suivre. Vous voulez les actualités du FC Barcelone avant ce choc justement face à Séville? Elles sont là avec un titre fort. Regardez. Un grand oui à la une de la presse catalane aujourd'hui, les amis. Qu'est-ce que c'est? Référendum gigantesque pour savoir si les socios du Barça étaient oui ou non OK pour valider le budget pour construire le nouveau Camp Nou, l'Espai Barça. Comme il s'appelle avec ce naming, c'était la première grande mission du président Laporta. Il y a eu un large vote sur les quelques 110 000 socios qui étaient habilités à ce vote
Le futur est ici avec ce grand oui. Double futur. On va parler également de la jeunesse catalane, mais on reste tout d'abord sur cet Espai-Barça qui devrait voir le jour en 2025. 2025 pour cette grande construction. Il y a eu 44% de votants. Un très très large oui, voilà, qui vient soutenir l'ambition du président Laporta. Je vous ai mis grosso modo cette carte dans les quotidiens, dans les pages intérieures du quotidien Sport. Le grand rêve se rapproche. Voici le Camp Nou qui sera enveloppé, un peu à la mode Santiago Bernabéu, qui est en train de se finir. Vous le voyez également, un nouveau petit palau ici pour les sports de glisse. Les sports froids avec le hockey notamment, et ici un nouveau palau pour toutes les salles de concert, le basket, le handball. C'est un nouveau dispositif. 1500 millions, voilà le budget qu'il fallait valider. C'est donc un grand oui. Côté FC Barcelone, le futur, c'est également la jeunesse. Vous l'aurez compris, c'est la génération Gavi. Le petit Gavi, tu es une machine. C'est lui qui tient la baraque dans cette victoire ce week-end face à Elche. Jusqu'alors, on connaissait le Gavi défensif, hargneux, qui allait à la bataille. Là, on a vu un Gavi vers l'avant, comme on le connaissait avec l'équipe B, avec des tentatives de frappe, des distributions offensives. C'est un joueur très complet qui va marquer l'histoire du FC Barcelone, à n'en pas douter. C'est cette nouvelle génération avec Gavi, avec Nico et le petit dernier là, Jude Gla. On pense également à Baldé, ou encore à Abdé qui est ici, de 17 à 22 ans. Voilà 5 joueurs qui devraient être l'ossature pour briller justement au cœur de l'Espai-Barça dans les prochains temps. Côté Atlético Madrid, là, ça ne va pas du tout. Avec une débâcle annoncée. L'Atlético, 3 défaites consécutives. 3 défaites consécutives. On est en train de tomber. Le choix de cette photo n'est pas anodin, avec 2 joueurs qui interrogent en ce moment le niveau de Coquet ou encore d'Oblak par rapport au nombre de buts qu'encaisse la défense de l'Atlético Madrid. Attention, parce que là, c'est très intéressant de voir comment El Cholo Simeone va réagir. Offensivement, on marque très très peu également, avec, regardez, le mauvais rêve de Luis Suarez. Un seul but marqué sur les 11 derniers matchs, c'était face à Valence. Il vit une période délicate, avec également l'adversité de Cunha, qui vient également se mêler à la bataille dans les plans d'El Cholo Simeone. Et défensivement, on va avoir le retour de Versalico, très très attendu pour l'Atlético Madrid. Je vous pose une question, est-ce que vous savez quelle est la meilleure équipe à domicile du continent européen? Elle est en Espagne, les amis. Elle est en Espagne, cette meilleure équipe, et c'est le Rayo Vallecano qui a fait de sa pelouse une véritable forteresse européenne. Voici le classement avec le nombre de points. Il y a également le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain à domicile, 25 points tous les deux pour 9 matchs joués, mais le nombre de buts encaissés, il est plus faible pour le Rayo. Avec 3, regardez, on est à égalité avec le 3 de Manchester City ici. Rayo Vallecano, meilleure équipe à domicile du continent européen. Paris deuxième. Regardez les 2 équipes allemandes également, le Bayern et le Borussia Dortmund, ce qui m'amène en Allemagne pour vous montrer le bulletin de notes que vient d'être édité par le quotidien Bild. Merci à mon copain Gianni qui m'a envoyé tout ça, et je salue Issam également qui m'envoie toute cette presse allemande. Zegnis, c'est le bulletin justement, et c'est Nagelsmann avec le Bayern Munich, leader plus que jamais de cette Bundesliga. On notera également la très bonne note pour le coach de l'Eintracht de Francfort, Glasner, qui est ici, ce classement. Et là, l'Eintracht est à la 6e position. Le Bayern qui est en train de prendre, ça y est, les devants avec le Borussia Dortmund qui a été accroché ce week-end. On est ici pour ces matchs. Le Bayern qui s'est imposé 4-0 face à Wolfsburg, et le Borussia qui a été battu sur la pelouse du Hertha Berlin 3-2. Ça vole pour le père Nagelsmann. Ça vole également pour l'ami Pep Guardiola. Manchester City qui est en haut. Regardez, avec un Noël céleste, le céleste du bleu bien évidemment, de Manchester City qui s'est imposé 4-0 face à Newcastle, et City qui prend un poil de large là, avec 3 points d'avance, ça y est, sur Liverpool, parce que Liverpool a été accroché. L'actualité anglaise avec un match très très fort, Tottenham-Liverpool, 2 buts partout, un match à rebondissement, et où la VAR a eu une action forte pour provoquer la colère de Jürgen Klopp. Vous le voyez, les gestes sont clairs. Regardez le capitaine ici, Robertson, qui a été accroché par Harry Kane sur ce geste qui méritait très certainement le carton rouge. Ce ne sera pas le cas. Klopp énervé, d'autant que son joueur ensuite, lui, va être brillant, mais lui va être exclu. Alors là, je peux vous dire que Klopp n'était pas content du tout en attendant Liverpool accroché. Vous voyez que le deuxième titre, il est ici. Covid, vous savez que la Première Ligue est très très agitée avec des matchs reportés. La poussée des cas Covid est en accélération totale,
Il est peut-être temps d'arrêter, nous dit Thomas Tuchel à la une de la presse. Il faut dire que Chelsea est pas au mieux en ce moment. Ça l'intéresserait peut-être de bloquer un peu tout du côté du championnat pour reprendre des forces. On parle du Boxing Day, les 3 journées qui doivent avoir lieu durant les fêtes. On nous dit que la journée du milieu pourrait être reportée. C'est une affaire à suivre en tout cas. Stop, il est temps de stopper. C'est l'avis de l'ami Thomas Tuchel. Je vais vous emmener maintenant en Italie et là vous allez voir que ça chauffe avec là aussi une affaire de VAR ce week-end. 2 affaires même, on y va. L'Italie où la VAR a fait des siennes sur 2 matchs chauds. 2 matchs très chauds avec l'Atalanta face à l'AS Roma. Mais et surtout hier, là, ce Milan-Napoli. Regardez Olivier Giroud qui ne comprend pas la décision de l'arbitre, on va y revenir. En attendant, l'Inter sacré champion d'hiver avec Simone Inzaghi. L'Inter est ici avec 43 points devant le Napoli qui fait la bonne opération avec 39 points. Le Milan est là avec 39 et l'Atalanta, c'est 2 équipes qui calent avec 37 points. La Roma remonte. Tout comme la Juventus, on va y revenir. Ce match VAR, on est là avec l'erreur de la VAR. Pourquoi? 90e minute, Naples mène 1-0, 90e minute, but de Kessié. Mais regardez Olivier Giroud, il est au sol et on va estimer qu'il est en position de hors-jeu ici et venir gêner, entre guillemets, la défense ou peut-être la visibilité du gardien. Ce qui est sûr, c'est que l'arbitre a annulé ce match et du coup, on est resté sur la victoire du Napoli. Imaginez la colère de Pioli, tout simplement le coach de l'AC Milan qui était fou furieux. Et regardez l'attitude de Giroud qui ne comprend absolument pas la décision de l'arbitre. Milan laisse des points depuis maintenant 3 semaines à l'Inter qui caracole en tête, c'est clair et net. Les notes d'ailleurs dans ce match, je vous les montre, c'est Tomori, le défenseur central de Milan, qui a la meilleure note, et ça c'est intéressant. Anguissa, l'ancien Marseillais, au cœur du jeu napolitain ici, il faut dire que ce triangle a tenu largement celui-ci, je vous le montre en détail sur les positions moyennes, je sais que vous adorez regarder ça. Tomori donc meilleur joueur, les 3 joueurs ici au milieu côté AC Milan, avec Tonali qui était ici, le petit Diaz ou encore Kessié, ça s'est joué là, et le voilà, regardez ce nœud au milieu de terrain, ici avec donc Anguissa, l'ancien Marseillais, avec Petagna à ses côtés, Zielinski ou encore Démé. Ce milieu a tenu le milieu de l'AC Milan et victoire ainsi du Napoli. VAR 2 avec donc l'épisode Atalanta battu très largement par l'AS Roma, mais attention, il y a eu une décision alors que Rome menait 2-1, un 2-2 en faveur de l'Atalanta, un but qui a été refusé pour l'Atalanta Bergame et du coup derrière l'AS Roma a pris le large avec au passage un duo qui fonctionne bien pour José Mourinho, Zaniolo et Abraham ramené de Chelsea. Attention à la VAR, on va en parler. Gasperini, lui comme Pioli, était fou furieux. La Juventus, l'objectif il est clair, c'est la 4e place pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Mission 4e place. Regardez ce barème ici avec en rouge les petites barres qui séparaient le nombre de points qui séparaient la Juve de la position 4. Ici, on a la 4e et 5e journée, on était à moins 7 points de l'AS Roma. Et puis, on a réussi à réduire cet écart jusqu'à 1 point avant de le voir de nouveau augmenter dans une phase difficile pour la Juve à distance par rapport à l'Atalanta. Le Napoli, on était à 8 points. Là, on est en train de revenir, on est à 6 points. On est à 6 points pour l'ami Max Allegri qui veut revenir. On va parler ainsi des transferts durant la période hivernale. Il y a 2 joueurs qui sont toujours en prolongation de contrat et en discussion, Dybala et Cuadrado. Et on nous dit que De Ligt, le 3e également en discussion, pourrait partir. En tout cas, son agent Mino Raiola le mettrait sur le marché. De Ligt va-t-il, oui ou non, rester du côté de la Juve. Voilà en tout cas pour les Turinois. Ce qui est sûr, c'est qu'en attendant, l'Inter est donc en tête avec Simone Inzaghi. Simone, regardez, Simone, ici ce one qui rappelle bien évidemment José Mourinho. Pourquoi? Parce que s'il est champion lors de sa première saison avec l'Inter, seul José Mourinho dans l'ère moderne l'a fait. Ils sont 3 coachs à l'avoir fait, dont José Mourinho. Et si l'ami Simone Inzaghi rejoignait ce petit club, là les entraîneurs qui ont été champions à la 2e saison, il y avait notamment Conte, et là à la 3e saison, il y avait notamment Trapattoni ou encore Mancini.
l'Inter vole peut-être vers ce titre. Un autre numéro 1, ça je voulais vous le montrer, c'est lui, c'est Kylian Mbappé, parce que c'est son anniversaire aujourd'hui et on le salue. Bon anniversaire à monsieur Kylian Mbappé, 23 ans dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. De quoi d'ailleurs rappeler que le Paris Saint-Germain s'est imposé en 32e de finale de Coupe de France. C'était face au petit club de National 3 Féniaulnois, avec 3 choses intéressantes. Le doublé bien évidemment de Kylian Mbappé, la performance du petit Xavi Simons qui est là avec sa chevelure blonde et un bon temps de jeu de Sergio Ramos. Voilà qui va être intéressant parce qu'on va monter en puissance vers le match de Ligue des Champions face au Real Madrid. D'ailleurs, regardez, je voulais vous montrer ça. Ça, c'est votre avis. Je vous ai posé la question. Il reste du temps, bien évidemment, avant ce match. Mais est-ce qu'à date, vous pensez que c'est plutôt Paris ou Madrid qui va se qualifier? Eh bien, regardez, vous m'avez dit 59% en faveur du Real Madrid. Près de 3500 votants. J'ai pris quelques-uns de vos avis et notamment ceux qui sont plutôt optimistes pour les Parisiens, pour aller voir la qualif du club français. Regardez Hassan ici qui nous dit très clairement que sur 2 matchs, Paris est très difficile à jouer et fait référence au match face à Manchester City en groupe. Il y a Dina ici qui nous parle de l'obligation pour Léo Messi d'aller se montrer à son 100%. Il est venu à Paris pour conquérir cette Ligue des Champions. Ça sera un argument de poids. Il y a coach Ezaï ici qui nous le dit très clairement. Il nous le dit, je pense que Paris se qualifiera. Le Real est plus équilibré, mais d'ici février, beaucoup de choses peuvent changer. Paris joue mal, selon notre ami, mais Paris perd peu. Voilà qui est fait, voilà qui amène Paris vers éventuellement cette qualification. Anas, qui nous dit malheureusement les équipes de Carlo Ancelotti, donc le Real Madrid en janvier-février, connaissent une baisse de régime. C'est vrai, en tout cas ça se voit dans les stats, dû essentiellement à un turnover qui est très faible. C'est vrai également. Côté Paris Saint-Germain, il y a espoir qu'ils jouent en équipe d'ici là et que les stars seront à la hauteur de l'événement. Cette notion d'équipe est très intéressante parce que regardez, il y a Gilly Diop qui nous en parle également. Lui pense que c'est le Real qui va se qualifier. Si on se base sur ce début de saison, le PSG a, oui, un effectif, mais pas d'équipe. C'est des notions intéressantes pour voir et parler de cette qualif. Et enfin, 50-50, Don Diego qui nous le dit, si les 2 matchs étaient dans les 2 semaines prochaines, je peux dire que le Real Madrid se qualifiera grâce à Vinicius et Garim. Ils sont injouables aujourd'hui, mais d'ici février, on aura peut-être des blessures, des transferts, des suspensions qui pourront changer le destin de ces 2 rencontres. On a encore du temps, mais on en salive déjà de ce Paris Saint-Germain-Real Madrid. Voilà les amis pour ce point média de ce